Good evening, Clarice. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. May I see your credentials? Aujourd'hui, on parle de la franchise Hannibal. I've read the case files, have you? Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. The census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and nice Chianti. Bonne écoute. Bienvenue à l'hôpital psychiatrique de Baltimore. Aujourd'hui, on parle du Sixième Sens, sorti en 1986 et réalisé par Michael Mann, avec William Peterson, Joan Allen, Brian Cox, Dennis Farina et Tom Noonan. Aussi, on parle du Dragon Rouge, sorti en 2002 et réalisé par Brett Ratner, avec Anthony Hopkins, Edward Norton, Ray Fiennes, Harvey Keitel, Emily Watson, Mary-Louise Parker et Philip Seymour Hoffman. Je suis Mathieu et vous pouvez m'appeler la fée du podcast. Alors, bienvenue au podcast. On commence une nouvelle rétrospective cette semaine. Dans le fond, une rétrospective qui va de 5 films qui va être condensée en 4 podcasts. Aujourd'hui, on fait le film de 1986 qui était un film prequel. Dans le fond, prequel, dans le fond, en tout cas, je vais en parler dans quelques minutes. Mais le Silence des agneaux qui est sorti en 1991 avait un film avant qui est peut-être pas à 100% connu. Puis c'est un peu la raison du podcast aujourd'hui pour mettre ça un petit peu de l'avant. Ce que peut-être le film de 2002 a été peut-être plus popularisé par la suite et donc pourquoi on commence avec le film de Manhunter en anglais, Sixième Sens en français qui est le titre d'un autre film là, mais c'est ça, fait que j'ai choisi de faire ça, ce que peut-être que j'aurais dû faire quand même commencer avec Le Silence des agneaux, j'ai gardé ça puis par logique ça aurait peut-être été plus simple pour apporter les gens, puis de finalement parler à Dragon Rouge avec les questions là, de timing, puis que ça soit plus facile. Mais on commence avec le début tout simplement, et dans le fond, on va évoluer à partir de là. La semaine prochaine, bien sûr, on va parler du Silence des agneaux, après ça, le film de Hannibal et le film là, de Hannibal Rising. Fait que c'est ça qui, dans le fond, qui s'en vient pour les prochaines semaines. Dans le fond, des films que j'ai vus plusieurs fois là, dans ma vie, dans le fond, là, à part le dernier film, dans le fond, que j'ai juste vu au cinéma, Hannibal Rising. Bien sûr, dans mes recherches, j'ai lu les livres en version audio. Pas tout encore, mais dans le fond, aujourd'hui, là, j'ai lu en version abrégée le livre de Red Dragon. Dans le fond, pas auteur, là, c'est tout l'auteur Thomas Harris, mais le lecteur, la personne qui lisait le livre, là, c'est Chris Sarandon, que vous pourrez peut-être connaître là, de Vampire, vous avez dit Vampire, Fright Night, qui fait le vampire là, de Jerry Dandridge. Quelque chose d'intéressant, je vais en parler là, dans quelques minutes. Mais c'est ça, fait que dans le fond, on va embarquer ça là, dans le fond pour les 4 prochaines semaines, là, toute la rétrospective là, des Hannibal. Fait que c'est ça, dans le fond, si vous êtes nouveau au podcast, là, je vous invite là, à suivre le podcast là, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Puis en même temps, vous pouvez toujours retourner en arrière pour facilement, en allant sur le site internet du podcast, premiervisionnement.com. Vous allez trouver des liens directs là, pour pouvoir télécharger tous les épisodes passés. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, le film d'aujourd'hui, c'est une adaptation. On va commencer avec le film là, de 86. C'est une adaptation là, du livre là, de Thomas Harris. Qui est réalisé par Michael Mann. Michael Mann que vous pouvez connaître, puis que j'ai couvert déjà au podcast en début d'année là, avec le film Tension, avec Al Pacino et Robert De Niro. Qui avait couvert ce film-là, puis il a fait aussi dans le fond, ça c'était un remake de son propre film là, qui avait sorti là, quelques années avant.
Mais on retrouve aujourd'hui un Michael Mann qui est producteur là, de la série Miami Vice et c'est pas mal qu'est-ce qu'il y avait en général là, dans son CV. Là, il y avait quelques petits films là, aussi puis quelques émissions là, à son effectif à l'époque, mais on est pas mal quand même là, dans le début de la carrière là, de M. Mann en tant que réalisateur. Puis plus tard, ben, c'est ça, on va en 2002, dans le fond, à la suite du succès du Silence des agneaux et du film là, de Hannibal de 2001. Je ne sais pas encore si c'était un succès, honnêtement. Je n'ai pas fait ma recherche là, sur ces deux films-là. Je me suis vraiment tenu à les deux films d'Hannibal. Ben, les deux, en tout cas, le film d'aujourd'hui, là, puis un petit peu là, du Silence des agneaux. Mais c'est ça, à quelque part, en 2001, on avait eu Hannibal et l'année suivante, ben, on a décidé là, d'aller tout de suite en arrière et faire le dernier film. Que les deux sont produits par Dino De Laurentiis. Ben, dans le fond, les 4 films là, sont produits par Dino De Laurentiis. Hannibal Rising, qui n'a pas de l'air être... oui, il y a quand même. je regarde la pochette du DVD, là, du Blu-ray. Et. Mais c'est ça, en tant que tel, c'est comme toute la même production, pareil. Aujourd'hui, on va avoir quand même le même cinématographe qui va avoir fait les deux films. C'est pas mal la seule affaire, dans le fond, Dino De Laurentiis et Dante Spinotti, qui sont comme les éléments communs entre les deux films, mais sinon, ben, sont faits dans 2 ères différentes. Dragon Rouge, ben, lui, il est plus la retombée là, de Anthony Hopkins et ses Oscars pour avoir fait là, le personnage là, de Hannibal. Et c'est comme on va avoir rajouté des scènes pour faire Dragon Rouge. Certains, en tout cas, je vais parler beaucoup de ça aujourd'hui, là, de certaines différences, mais ultimement, c'est 2 fois le même film. Juste fait là, à 15 ans, là, 16 ans là, d'intervalle. Et beaucoup a changé, dans le fond, dans le cinéma en 16 ans. Fait que c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Quelques versions est peut-être meilleures, peut-être pas meilleures. Les hauts et les bas de chaque version. J'ai un podcast qui va peut-être un peu étirer. Pas quelque chose qui était connu au podcast, mais c'est quelque chose là, qui va être... on va parler un petit peu des deux versions. En tout cas, comment que je vois ça un peu les deux ensemble. Puis c'est ça, dans le fond, avec même pour parler un petit peu du livre, pour comparer à ça. Sauf que l'affaire du livre, c'est que la version que j'ai accès sur Audible, je l'ai écoutée, mais c'est une version abrégée. Je ne sais pas exactement la longueur du livre initialement. Si je me base au Silence des agneaux, que j'ai écouté, par contre, j'ai eu le temps d'écouter le livre du Silence des agneaux, qui est à peu près 7-8 heures, ou 8, en tout cas, entre 8 et 10 heures. Ben, j'imagine que le livre là, de Dragon Rouge est sensiblement un peu la même longueur. Sauf que là, on a 3 heures pour le livre audio, qui est une version très, très abrégée, puis qui a pas vraiment de détails, qui donne, tu sais, ça a été un petit peu dur en tant que tel de savoir qu'est-ce qu'on a pris vraiment du livre ou pas. Tu sais, il y a comme trop les grosses lignes, fait que je pourrais pas vraiment apporter mon point de vue du livre avec les deux films d'aujourd'hui, parce qu'en tant que tel, ça avait l'air à suivre vraiment la narrative des deux films. Puis, tu sais, à quelque part, ben, tu sais, il manque les détails. Il y a plein d'affaires, là, tu sais, comme quand dans la version abrégée, il y a un bout où ils vont chercher là, la salle, la chambre, voyons, la cellule d'Hannibal là, pour trouver, là, ben, il y a un massage sur son papier de toilette, tout ça. Puis, dans le livre abrégé, ben, c'est comme passé là, en une ligne. Quelque part, on dit, bon, ben, on a fouillé dans sa cellule, puis c'est tout. Fait que c'est trop abrégé, puis ça donne pas vraiment le sens de qu'est-ce que le livre a de l'air, à part de suivre vraiment la version narrative. Mais ça manque beaucoup là, de contenu. Il y a beaucoup trop d'affaires qui ont été éliminées. Que dans le fond, ça a l'air juste d'un article sur Wikipédia vraiment étendu. Fait que je peux juste limiter ça à ça. Puis même, je vais parler là, de même au pire la performance là, de Chris Sarandon, comme j'ai parlé, là, c'est l'acteur là, qui fait Jerry Dandridge là, dans Vampire, vous avez dit Vampire. Ben c'était pas la meilleure lecture, honnêtement.
Vampire, vous avez dit Vampire. C'est un film que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. Puis beaucoup vient de M. Sarandon. Sauf que dans sa lecture, honnêtement, je ne suis pas impressionné du tout. J'ai trouvé ça très froid comme lecture. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose que je peux recommander en tant que tel, la version abrégée. Puis ça m'a un peu refroidi pour avoir d'autres lectures de livres abrégés que je vois plus l'utilité là, vraiment là, de lire des livres abrégés, à part pour savoir vraiment qu'est-ce que c'est le scénario, mais ça perd toute sa saveur là, de l'écriture de l'auteur. Fait que je peux pas endosser du tout là, le livre abrégé de Dragon Rouge, mais ça veut absolument rien dire. Alors, selon IMDb, le synopsis du film Manhunter, qui est pas mal la même affaire que Red Dragon, va comme suit. L'ancien profileur du FBI, Will Graham, rejoint le service pour poursuivre un tueur en série nommé La Fée aux Dents par les médias. Fait que l'histoire aujourd'hui, c'est pas mal un peu une histoire là, de la Belle et la Bête. Dans le fond, ce qu'on va essayer là, de comprendre un monstre, tout simplement. Là, pas littéralement, là, mais un tueur en série. Que dans le fond, il y a eu une mauvaise enfance et pourquoi qui est transformé là, en tueur en série. Et qu'est-ce qui se passe dans sa tête, puis en même temps, que lui va avoir une rencontre à quelque part, qui va peut-être mettre ses choses en doute, mais en bout de ligne, c'est ça, qui en bout de ligne, il y a un problème entre les deux oreilles, mettons. Et que finalement, ça va prendre le contrôle sur lui, sauf que, on a un petit peu cette partie-là. Puis en ayant, c'est l'agent Will Graham qui va comme le poursuivre, dans le fond, pour essayer de comprendre là, sa pensée psychologique. Lui aussi, dans tout ça, il va essayer d'embarquer là, dans cette mentalité-là. Puis, tu sais, dans le fond, c'est pas mal toute une question là, de problèmes psychologiques qu'on va explorer. Autant pour le personnage de la fée des dents, là, de Dollar Hyde, ou même du personnage de Will Graham, que lui, dans le fond, il est en train de ressombrer un peu, là, rembarquer là, dans la manie là, de penser là, d'un psychopathe. Fait que c'est pour regarder un peu les côtés de ça, puis comment que c'est que quelqu'un pourrait tomber là, dans la, peut-être pas la démence, mais à quelque part, là, comment quelqu'un pourrait sombrer là, dans des pensées là, sombres facilement. Alors, moi, dans le fond, je rentre dans le film. J'ai vu les films là, quelques fois. Dans le fond, là, tout le Silence des Agneaux, je l'ai vu une fois qui est tombé en VHS, là, quelque chose là, comme en 1992. Hannibal, je l'ai vu en DVD. Là, je m'étais procuré le DVD ayant juste entendu là, les critiques là, qui avaient l'air quand même assez positives. Là. En tout cas, ça semblait être un peu mon affaire, là, puis je suis tombé dessus, puis je me l'ai procuré. Et Dragon Rouge, honnêtement, je me rappelle pas si je suis allé au cinéma pour le voir ou si, mettons, je l'ai juste me le suis procuré en DVD à l'époque. Fait que dans le fond, là, j'ai mes 3 versions DVD. Éventuellement, il y a peut-être... je les ai écoutés quelques fois là, depuis le temps. Puis Manhunter, je l'avais jamais. Je pense que je l'avais vu une fois là, il y a vraiment, mais vraiment longtemps. Puis je pense que je m'étais même pas rendu compte là, dans le fond que j'avais vu ce film-là. C'est juste quand j'ai vu la chaise roulante en feu que j'ai fait le lien que c'était pas c'était le même film. Mais c'est tout. À quelque part, ces films-là, je les ai réécoutés là, à cette époque-là. Puis quand le dernier film, là, Hannibal Rising, est sorti là, au cinéma, je l'ai vu juste au cinéma, je ne l'ai pas revu là, depuis ce temps-là. Fait que c'est ça un peu l'étendue là,
de ma vision là, que je rentre dedans. Puis j'ai pas réécouté aucun film là, de Hannibal là, depuis le temps. Là. Je dis pas que ce film-là m'a un peu découragé de la franchise, mais à quelque part, là, j'ai comme perdu intérêt tout simplement. Là. C'est pas que je voulais pas. C'est sûr qu'à quelque part, j'ai racheté tous les films là, que je vous ai montrés tantôt là, en version Blu-ray pour un petit peu là, me rembarquer dedans. Mais que je savais que j'allais faire au podcast. Là, fait que c'est pour ça, là, dans le fond, là, que j'ai tout. Que je me les suis procuré. Honnêtement, il y a un temps que je savais que j'allais y arriver, puis c'était quelque chose que je voulais faire. Je me suis procuré là, cette collection-là, là, avec, dans le fond, qu'il y a 3 films. Dans le fond, c'était un peu une manière facile, un peu d'aller me récupérer là, mes films que j'ai déjà en Blu-ray. Mais je pense que c'est la seule manière où je pense que Shout Factory aura fait là, une version là, de Manhunter éventuellement. Mais sinon, ben, c'est une manière là, simple, là, assez là, basique là, pour avoir les films. Mais comme je vous dis, ben, les versions DVD là, sont assez pactées là, de matériel. Fait que c'est comme ça que je rentre dans le fond pour les 2 films d'aujourd'hui. Peut-être une écoute auparavant pour Manhunter et peut-être 3-4 écoutes là, pour Red Dragon. Fait que les 2 films, comme j'ai dit plus tôt, ils ont été photographiés par Dante Spinotti. Fait que on pourrait se dire facilement que ben, ça va avoir l'air de la même chose un peu. C'est sûr que ça n'a pas l'air du tout de la même affaire. On est vraiment à 2 époques différentes en tant que tel. Il y a un qui va avoir plus une atmosphère 80. On est l'année après là, la sortie de Goonies, de Rocky IV. On est vraiment là, au cœur là, des années 80. Ça va paraître beaucoup, là, mettons avec la musique dans le fond là, de The Reds et aussi là, de Michael Robbins, qui va être un peu un ton là, 80 tout simplement. Là, on sent qu'on est un petit peu dans un épisode de peut-être de Miami Vice pour le ton de Manhunter. Et la trame sonore la musique de Dragon Rouge, qui est jouée là, par Danny Elfman, qui va faire carrément un autre ton, qui va plus embarquer bien sûr avec les 2 films précédents là, d'Hannibal là, avec Anthony Hopkins. C'est ça qui va beaucoup distinguer les 2, parce que le scénario va être similaire. C'est sûr que je vais suivre pas mal. Peut-être la version la plus connue, là, la version là, de Dragon Rouge, c'est cette version-là que je vais suivre comme scénario, mis à part que quand je vais aller là, avec que je vais avoir vraiment quelque chose de spécifique là, avec Manhunter. Je vais le nommer, mais dans le fond, la manière que j'ai fait là, tout le scénario, ben, c'est ça, je vais parler là, de Dragon Rouge. Il y a quelques petites différences là, dans les noms. Le garçon là, de Will Graham, il s'appelle Josh dans la version je pense que c'est dans le livre aussi. Là, il s'appelle Josh. Sinon, ben, dans la version Manhunter, il s'appelle Kevin. Puis il y a des petites affaires, là, des petits changements de nom au travers de tout ça, mais le scénario reste pareil, là, mis à part là, de quelques petits détails là, que je vais parler là, au courant, puis savoir là, aussi, des fois, c'est juste une question là, de condenser des scènes, des affaires de même. Fait que des petites affaires que je vais parler, mais c'est essentiellement, là, c'est la même chose, puis c'est plus la perspective qui va changer un petit peu, là, mais c'est des choses que je vais discuter dans la prochaine heure. Alors, le film de Dragon Rouge ouvre avec une symphonie. Là, on a un concert symphonique. Dans le fond, c'est pour nous introduire le personnage là, de Hannibal Lecter. Je sais pas si, mettons, cette scène-là, dans le fond, si c'est un petit peu plus décrit dans le livre, il n'y a pas du tout de ça dans la version Manhunter. Comme j'ai dit, c'est plus une retombée là, de la franchise qui est rendue à l'époque. Je vais peut-être distinguer, dans le fond, pour faciliter les choses, je vais dire franchise à partir, c'est ce qui va inclure Silence des agneaux et Hannibal. Ça, on va appeler ça franchise. Et Manhunter, ben, c'est quelque chose qui est à part. Juste pour distinguer, là, pour faciliter, là, dans le fond, l'approche. Et aussi, je vais mettre une note tout de suite, si des fois ça arrive, puis c'est peut-être déjà arrivé aussi. Ça se peut qu'accidentellement je dise le Seigneur des Anneaux
accidentellement là, quand je vais parler vite. Fait que je veuillez m'excuser quelque part, mais si vous entendez Seigneur des Anneaux, c'est parce que je voulais dire Silence des Agneaux. c'est quelque chose qui rime trop dans ma tête. Puis des fois, c'est pas exactement ça que je suis en train de penser. Fait que ça se peut que je fasse une confusion de nom. Puis je m'en excuse en avance. Sinon, c'est ça. Fait que je pense que, ayant écouté le livre de Silence des Agneaux, et non Seigneur des Anneaux, il y a cette scène-là, dans le fond, là, pour dire comment que Hannibal a été capturé. Tout le début, dans le fond, là, avec le concert symphonique, tout ça, si je me trompe pas, c'est dans le livre là, du Silence des Agneaux. Fait que, en tout cas, j'ai écouté les deux livres là, vraiment là, dos à dos. Fait que ça se peut que ça ait été mentionné dans le livre, mais je suis pas mal assez certain que c'est dans le livre du Silence des Agneaux. Fait que quelque chose qu'on a dû emprunter, dans le fond, là, pour faire notre début, puis pour essayer d'apporter le Hannibal incarné par Anthony Hopkins à l'écran. Tout ce qu'on était capable d'apporter pour le personnage, ben, c'est quelque chose là, qui va démarquer la version là, les deux versions du film. Puis c'est ça, dans le fond, on a comme un peu là, un genre de clin d'œil qu'on nous fait, parce que là, après, il fait un souper, tout ça, tout ce qui est pris du livre, dans le fond. Puis on dit, ben là, notre souper, là, ça, c'est le chef d'orchestre, puis tout quelques musiciens là-dedans, là, que, dans le fond, il y a un souper là-dessus, puis tout ça. Puis genre, juste pour nous faire un clin d'œil, là, ils disent, ben ton souper est remarquable, puis tout ça. Puis on sait que dans le fond, ils ont mangé un des autres musiciens qui est manquant à l'appel, tout ça. On sait que c'est ça, dans le fond. Mais on va parler tout de suite, dans le fond, là, de Hannibal, qui est joué par Anthony Hopkins dans la version 2002. Honnêtement, parce que là, j'ai pas le Silence des Agneaux pour me référer, puis c'est un peu pourquoi que j'aurais dû commencer par le Silence des Agneaux, faire Hannibal et faire le film d'aujourd'hui. Mais en tant que tel, si je me rapporte un peu dans le temps, je trouvais un petit peu peut-être que Anthony Hopkins est peut-être un peu trop relax dans le rôle. Il incarne bien le rôle, sauf que c'est parce que je peux pas. J'essaie vraiment là, de comme un peu compartimenter puis avoir eu un peu le bagage. Puis malheureusement, je voulais au moins écouter le Silence des Agneaux pour le podcast d'aujourd'hui. J'ai juste pas eu le temps, malheureusement. Mais c'est ça. Je pense que en tant que tel, c'est sûr que il n'y a pas de l'air de ce qu'il avait de l'air là, 10 ans avant là, ou 11 ans. C'est sûr que c'est quelque chose qui est normal. Il a juste vieilli, tout simplement. Fait qu'on a essayé de le rajeunir aussi. On y a mis les cheveux un petit peu longs, il y a une couette en arrière des cheveux, tout ça. On est dans les débuts des années 80. Puis, en tout cas, on a essayé de faire ça. C'est sûr que c'est Hannibal, c'est la version qu'on connaît de Hannibal. Puis, oui, ben, on va essayer de l'exploiter. On va rajouter des scènes un peu partout, comparativement à Manhunter. Puis c'est toujours bienvenu à quelque part, mais il y a des scènes là-dedans que ça semble forcé parce qu'il faut qu'il soit là, il faut ramener Anthony Hopkins. Quelque chose qui va peut-être un petit peu m'agacer dans la version de 2002 parce qu'on va forcer des raisons d'embarquer Hannibal dans l'histoire. Tandis que la version par Brian Cox, c'est sûr que je suis un petit peu influencé par le fait là, d'avoir vu Hannibal, moi pour la première fois, par Anthony Hopkins. Puis que la version de Brian Cox est pas nécessairement mauvaise, sauf qu'il y a de l'air plus vraiment psychopathe, vilain, comparativement à Anthony Hopkins. Que sa manière oui, c'est un psychopathe, mais il est plus subtil, même en étant d'affront. Il est dérangeant, M. Hopkins, tandis que la version de Brian Cox, je veux dire, juste en le voyant, je veux dire, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec lui, tandis qu'avec Anthony Hopkins, ben, il y a ce petit côté-là que tu pourrais le croiser en rue, tu dirais, ben, tu sais, il y a peut-être quelque chose qui marche pas, mais t'es pas trop certain mais à part que quand des fois, il arrive puis il va parler, puis, tu sais, dans le fond, des fois, qu'il va mettre quelque chose vraiment
sous le. Vraiment quelque chose d'évident que tu vas savoir que c'est un psychopathe, mais ça va prendre un petit peu plus de temps, tandis que l'autre est trop. C'est trop physique, mais ça aussi, ça va avec le temps qu'ils ont d'écran. Peut-être qu'il doit avoir peut-être 10, 12 minutes, 15 minutes là, pour Anthony Hopkins, tandis que Brian Cox doit avoir quelque chose comme 5-6 minutes d'écran là, au total. Fait que ça fait que c'est qu'est-ce qu'ils ont à jouer aussi. Brian Cox, il doit sortir ce personnage-là en quelques minutes, tandis que l'autre, ben, il y a eu 2 films en arrière de lui, puis c'est ça, il y a plus de temps aussi de faire sa version dans le film d'aujourd'hui. Fait que, honnêtement, je vais préférer la version d'Anthony Hopkins, pareil, parce que, à quelque part, l'autre va paraître plus comme un tueur en série d'une série de Miami Vice ou n'importe quoi, comparativement à quelque chose qui va se distinguer de la manière d'Anthony Hopkins. Puis aussi, ben c'est ça, on a le personnage de Will Graham qui est interprété là, par William Peterson dans les années 80, en 1986 et Edward Norton en 2002. Les deux ont le même âge, sensiblement. Là. Je pense que Peterson avait quelque chose comme 33 ans, puis l'autre avait quelque chose comme 32 ans là, à l'époque. Fait que, ils ont pas mal le même âge. Peterson, ça va peut-être paraître un petit peu plus, qui va paraître un petit peu plus âgé à question juste à cause de ses cheveux gris, mais c'est ça. Je dirais que c'est vraiment 2 versions totalement encore différentes du personnage. À savoir quelle que j'aime plus entre les deux, c'est très difficile à choisir. C'est plus difficile à choisir pour moi entre les deux. Je dirais que Peterson est peut-être un petit peu plus extraverti et plus un peu théâtral comme, comme expression en tant que tel. Là, il va arriver, puis comme quand il va analyser là, les scènes de crime, il va être beaucoup plus extériorisé. Tandis que Edward Norton va être un petit peu plus calme, va être un petit peu plus subtil. En tant que tel, je pense que Edward Norton est peut-être un meilleur acteur que William Peterson, mais ça n'enlève pas que tout le long du film, je vais préférer quasiment regarder William Peterson en tant que personnage principal comparativement à Edward Norton. Je vais vous envoyer un clip là, tout de suite, là, dans le fond, pour comparer les deux. Bien sûr, je vais les mettre en ordre là, pareil, là, comme j'ai fait là, en 86 et 2002. Alors, les 2 acteurs, William Peterson, lui, dans le fond, il venait de jouer là, dans un film là, To Live and Die in L.A., qui était genre, dans le fond, là, son 2e rôle, en tout cas ce que j'ai sur IMDb, puis sinon, ben, c'était dans le fond son 2e rôle principal, il venait de faire ça, que finalement, ben, il va réapparaître là, plus tard. Là, moi, je pense que, honnêtement, là, pour l'avoir vraiment remarqué, là, pour savoir c'est qui comme acteur, je pense que j'avais vu une adaptation là, d'un livre là, de Peter Benchley, là, l'auteur là, de Jaws. Il y a un film là, qui s'appelle The Beast, qui est sorti quelque chose comme dans 1996, quelque chose de même, là, puis c'était le personnage principal là, dans cette histoire-là. Puis bien sûr, ben, c'est l'enquêteur là, Will Graham, Grissom, excusez, le personnage de Grissom là, dans CSI, bien sûr. Fait que c'est une série que j'ai suivi quasiment tout au complet, là, à part peut-être les 5 dernières saisons, là, mais jusqu'à la saison 12, je pense, j'ai pas mal tout écouté. Fait que c'est ça pour lui. Tandis que Edward Norton, à l'époque, génération extrême, que je sais pas pourquoi, là, dans les derniers mois, souvent je reviens à ce film-là, que j'ai jamais vu, dans le fond. Puis je l'appelle quelque chose d'autre là, pendant le film. Je viens juste de vraiment regarder le nom du film, là, Génération Extrême. Et le film Fight Club que j'ai vu au cinéma à l'époque avec Brad Pitt, c'était peut-être là, les films les plus reconnus là, pour M. Norton. À l'époque, bien sûr, M. Norton, je vais parler là, de lui là, prochainement, là, quand quelques années plus tard, là, il va faire l'incroyable Hulk ou The Incredible Hulk là, en tout cas, ça va être en début d'année prochaine, là, mais c'est ça, lui, il va devenir pas une constance parce que ça va être son seul
implication là, dans le film dans l'univers de Marvel, mais c'est ça dans le fond là, un peu là, les acteurs là, où ils sont rendus dans leur carrière. Mais c'est ça. Fait que je vais revenir plus dans la version là, de 2002 à cause que dans Manhunter, ben, on n'a pas suivi encore l'histoire à cette partie-là. Le film de Manhunter part plus tard. Puis dans le fond, c'est là où ce que Will Graham il va arriver là, avec. Il va aller consulter le docteur Lecter et qu'en bout de ligne, ben, va se rendre compte que devant lui, c'est le tueur qu'il recherche depuis le tout début. Puis dans le fond, ben, le docteur Lecter va lui tirer dessus. Dans le fond, il va le poignarder et finalement, ben, Graham va ben, pas le descendre, mais dans le fond, il va le blesser et le mettre hors d'état. Je dirais que en tant que tel, là, pour tout mettre l'introduction, dans le fond, c'est juste une manière d'apporter là, Hannibal Lecter. Puis avoir un peu ce prequel-là. Peut-être quelque chose qui manque peut-être dans la version de Manhunter, mais ça c'est un côté là, rétroactif qui n'est pas nécessairement nécessaire. C'est pour apporter Hannibal. Puis ça, j'ai pas de problème en tant que tel parce que le film va être tellement basé aussi sur la relation de Will Graham et de Hannibal Lecter pour la version de 2002 que c'est quand même correct là, de l'apporter au début. Mais c'est ça, en tant que tel. On a voulu embarquer ça puis montrer qu'est-ce qui s'est passé là, en genre de brochure de journaux pour plusieurs années là, dans le fond là, quand on a enfermé là, Hannibal puis tout ça, puis on veut tout montrer ça là, avec toutes des brochures. C'est facile à suivre, mais il faut vraiment tout lire, chaque ligne, tout ça. Il y aurait peut-être pu avoir une autre manière là, d'apporter ça. On aurait peut-être pu étirer ça, là, peut-être pour un 5 minutes, peut-être voir les audiences, puis affaires de même un peu. J'aurais peut-être préféré que juste des brochures de journaux, parce que je veux dire, t'en manques une, là, puis c'est pas nécessairement important, mais honnêtement, je pense qu'on aurait dû arriver puis juste faire un montage, puis vraiment qu'on le voit visuellement. Pour après ça là, arriver là, par la suite où ce que dans le fond vraiment le film là, de Manhunter a rattrapé là, dans le fond sa version future de 2002 où ce qu'on a le personnage là, de Jack Crawford qui va aller rejoindre Will Graham là, à sa maison. Qu'on peut apprendre là, dans les brochures que Will Graham, dans le fond, là, il y a eu comme il y a eu une dépression par la suite, puis il y avait comme un peu des pensées sombres, tout ça. Puis dans le fond, là, tout l'avait comme un peu touché, parce que dans le fond, il avait comme pris la place du tueur, tout ça. Puis dans le fond, là, ça l'a affecté. Puis c'est ça, à quelque part. Là, dans le fond, c'est en tout cas toutes des affaires là, qui vont revenir un petit peu là, hanter là, le personnage de Graham là, pendant tout le film. Mais c'est ça, dans le fond, c'est ça. On a tout vu ça en brochure. Mais là, les deux histoires commencent à la même place. Fait que le personnage là, de Jack Crawford, que j'ai juste à vérifier pareil pour que ça va être. On a beaucoup d'acteurs qui vont revenir du Silence des Agneaux ou de Hannibal, mais qui a été recasté pour la version 2002, que dans le fond, là, c'est Harvey Keitel qui fait la version là, de 2002. Je me suis dit, est-ce que, parce que c'est Scott Glenn qui le fait là, dans le Silence des Agneaux, je me suis dit, est-ce que peut-être Scott Glenn était rendu trop vieux, quelque chose de même. J'ai pas regardé là, en tant que tel pourquoi que Scott Glenn voulait pas revenir, mais les deux acteurs sont nés en 1939, coïncidence. Fait que, tu sais, on va voir là, d'autres acteurs plus loin, là, comme le personnage là, du docteur Chilton, excusez, puis que lui, ça va être le même acteur, puis il va juste avoir vieilli, ou même Hannibal lui-même, on a gardé le même acteur, sauf que M. Glenn, il n'est pas là, il manque à l'appel, et il a été recasté par un acteur qui a le même âge que M. Glenn. Fait que j'ai juste comme trouvé ça curieux en tant que tel, je pensais que c'était la raison évidente, mais sinon, ben c'est ça, M. Glenn, il faut croire que c'est conflit d'horaire, quelque chose de même, là. Je vais essayer de faire juste ma recherche, là, dans le fond, là, pour la semaine prochaine.
savoir pourquoi il n'a pas voulu revenir pour le rôle. Mais c'est ça, quelque part. Fait que lui, le personnage là, de Crawford, lui, ben, je pense que c'est pas correct en tant que tel, parce que lui, il sait que ça pourrait faire partir en folie le personnage de Graham. Fait que il vient de l'embaucher, dans le fond, là, pour sa nouvelle enquête. Puis, tu sais, dans le fond, il va avoir une perspective différente là, sur les lieux du crime. Il mentionne là, que, dans le fond, ça fait 2 familles qui se font tuer à la pleine lune ou dans les alentours, une journée avant ou après. Puis que, dans le fond, il y a besoin de quelqu'un qui est capable de s'embarquer là, dans la tête du tueur. Puis essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Je sais pas si vraiment, dans la vraie vie, on ferait ça. Tu sais, en tant que tel, là, est-ce qu'on vraiment on irait chercher quelqu'un qui est à la retraite ou que dans le fond qui a voulu se dissocier de ça? C'est sûr que c'est un livre qu'on adapte, tout ça. Il faut avoir une histoire, tout ça. Il faut avoir une question là, de perspective, tout ça. Puis ça devient intéressant quelque part, là, dans le fond, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec le personnage de Will Graham, mais je sais pas si ça se fait en tant que tel. Je veux dire, le monde sont engagés pour ça. Puis même, qu'est-ce que j'entends dire aussi, des fois, sur des scènes de crime, autant qu'on voit dans les films que les enquêteurs ont l'air d'être toujours bien captivés, mais en tant que tel, c'est un travail pour eux autres. Je suis certain qu'il y a des enquêteurs qui sont très dédiés à leur travail et tout ça. Mais en tant que tel, d'après ce que j'ai pu comprendre en faisant certaines recherches là, pour je sais pas trop quoi, des fois les enquêteurs aussi, ils se cassent pas la tête autant qu'on voit dans les films en tant que tel. Je veux dire, c'est un travail, puis ils regardent le pièce, tout ça. Puis sinon, ben, ils doivent éventuellement passer à une autre enquête. Si ils frappent un mur, ben, il faut aller voir une enquête que peut-être qu'il va déboucher aussi. Ils font pas des semaines et des semaines et des semaines toujours sur la même enquête. En tout cas, je veux dire, c'est peut-être quelque chose qui reste à valider. J'aimerais ça que, si, mettons, quelqu'un a vraiment là, des sources, des affaires de même, là, c'est peut-être que vous aussi, vous êtes enquêteur, tout ça, puis que là, vous me trouvez en train de dire là, du charabia, ben, manifestez-vous. Il n'y a pas de problème avec ça. Alors, Will Graham, il doit convaincre, dans le fond, sa femme et son enfant, surtout sa femme, jouée là, par soit Kim Greist ou Marie-Louise Parker, que, dans le fond, il va juste être là, enquêté là, pour une semaine et quelques, là, pas vraiment long, qu'il ne va pas trop s'embarquer, il ne va pas trop s'impliquer, que ça ne sera pas aussi dangereux que la dernière fois, parce qu'il va vraiment être comme enquêté, mais sans vraiment trop s'impliquer. Honnêtement, juste dans les deux versions, ça va être démontré un peu plus dans la version de Manhunter que le côté familial, quelque chose qui va vraiment être moins approfondi là, avec la version là, de 2002, qui est plus concentrée sur Will Graham dans cette version-là, mais c'est dans la version avec Peterson, celle-là, elle va être vraiment plus, le film va être vraiment plus sur le focus sur Will Graham, tandis que l'autre version, ça va peut-être être la moitié du film qui va être concentré sur Will Graham, et en autre partie, là, ça va peut-être être plus là aussi là, pour démontrer plus le personnage de Dollarhide. Mais je dirais que pour la version de Peterson, peut-être pourquoi que j'aime mieux la version de Peterson, même si Norton est meilleur comme acteur, c'est plus tout le côté que ça va être plus facile de suivre le personnage de Peterson que la version de Norton, parce que justement à cause de la famille, il y a du temps avec son enfant, il y a du temps avec sa femme, il y a des affaires qui sont un peu bizarres, mais en même temps, il y a une fois, il va appeler sa femme juste pour lui dire je vais te rappeler demain matin. Il va dire appelle-la donc demain matin tant qu'elle a réveillé au milieu de la nuit. Mais c'est ça, j'ai plus l'impression du côté familial dans la version de Manhunter, tandis que dans la version de 2002, j'ai plus l'impression que Will Graham, il agit vraiment tout seul, puis dans le fond, il y a quelques fois qu'on va faire un peu des flashbacks, où qu'on va revenir un peu au personnage là, de Molly et leur garçon,
que en bout de ligne, ben, que je suis pas attaché du tout. Je suis pas beaucoup plus attaché à la version de 86, mais j'ai plus l'impression de l'aspect familial qui est plus apporté dans la version de 86. C'est pas parce que je vois Edward Norton en train de jouer, d'être sur son bateau que j'ai l'impression qu'il est plus familial de tout ça avec sa famille. C'est juste les petits moments qu'il a avec son garçon pour jaser que je trouve que c'est mieux apporté. Puis dans la version de 2002, on a fait une scène supprimée dans le fond, là, puis c'est quelque chose qui aurait pu changer beaucoup dans le film, puis qu'on a décidé de supprimer la scène. Là. Il y a juste une scène où il va quand même aller voir son garçon pendant qu'il dort, tout ça, avant de partir, qu'il y aurait peut-être juste apporté juste un petit... pour que, justement, qu'on voit qu'il est attaché aussi à son garçon, puis il n'y a quasiment pas de communication entre Edward Norton et son garçon dans cette version-là, puis je trouve que c'est quelque chose que la version de 86 apporte beaucoup plus comparativement là, à Norton, mais c'est ça, à quelque part aussi, t'as comme un peu ironiquement la manière là, que Peterson agit, ben c'est peut-être un petit peu plus froid que la version de Norton, mais c'est ça. Je veux dire, c'est comme quel bord qu'on peut mieux suivre. Là. C'est comme il y a le plus d'un bord, puis il y a le moins de l'autre, mais c'est comme l'autre, il y a un plus qui contrebalance. Puis ça va être quelque chose que je vais apporter souvent, là, encore pendant le podcast. Alors, il va rentrer à la maison là, de la famille Leeds, puis dans le fond, il va faire une recréation mentale de qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il pense qui s'est passé, puis dans le fond, là, tout le cheminement est sensiblement pareil là, dans les deux films. Il y a des petites affaires qui sont déduites un peu plus tard dans le film, le lecteur qui l'aide un peu à des petites affaires, tout ça. Des affaires qui sont un peu entremêlées là-dedans. Dans le fond, c'est juste pour voir un peu son côté expérimental. Je vais juste faire une petite remarque sur la version 2002. Là, Danny Elfman, je trouve que sa musique est trop un peu sortie là, dans ces scènes-là. Quelque chose qui m'a un petit peu trop frappé. Là. Je trouve que c'est un petit peu trop... c'est trop... je comprends qu'il y a une scène de crime, mais je veux dire... c'est quelque chose qu'on est supposé être habitué. Là. On est rendu au 3e de la franchise, puis genre un an après Hannibal, que c'était le plus sanglant, je pense, là, de les trois. Mais en même temps, quelque chose que je trouve, en écoutant les commentaires audio là, de Dragon Rouge, le réalisateur Brett Ratner, qui venait de faire un film là, avec Nicolas Cage, là, Family Man, puis qui est connu là, pour les films là, de Rush Hour, puis des films beaucoup plus légers, là, qui n'étaient pas habitués de ça. Ben, il dit que dans le film, il trouverait ça peut-être trop pour l'auditoire de voir du sang, puis des affaires de même, là, qui ne voulait pas trop aller sur ce terrain-là. Il voulait faire quelque chose qui ressemblait un peu au Silence des agneaux, mais en même temps, il voulait peut-être pas trop se plonger dedans. C'est comme si, je veux dire, en tant que tel, là, le monde, je pense qu'ils savent qu'est-ce qu'ils viennent voir. Je pense que Hannibal est allé un petit peu peut-être trop loin, peut-être à l'époque de mémoire. Il va falloir que je le réécoute là, dans 2 semaines, là, mais c'est ça, à quelque part. Mais le côté, tu sais dans quelle franchise que tu rentres. Tu sais, je veux dire, c'est en tant que tel, là, t'écoutes un vendredi 13, tu t'attends pas à voir, je veux dire, je sais pas, là, tu t'attends pas à voir un roi lion, là. Tu sais, c'est une drôle de mentalité qu'il y a sur le commentaire audio, là. Il est là avec l'écrivain du film, puis l'écrivain du film, c'est le même que l'écrivain là, du Silence des agneaux. Fait que c'est un peu pour faire une constance, c'est pas le même qui a écrit là, le Hannibal. Mais c'est ça, à quelque part, je trouve juste ça comme curieux. Je trouve ça curieux là, du réalisateur que en tant que tel, là, ses commentaires là-dessus. Là. Fait que c'est sûr que c'est ça, on a M. Elfman là, qui arrive et qui fait toute la grosse musique dramatique. C'est sûr que c'est ça. Je veux dire, c'est pas que c'est beau en tant que tel, mais c'est trop exagéré, c'est tout simplement. Il fait la reconstruction dans sa tête, puis finalement, il va se rendre compte là, que les miroirs sont placés là pour avoir une auditoire, tout ça. C'est pas exactement les mêmes endroits là, dans Manhunter.
Puis c'est ça, dans le fond, c'est un peu là, on a une scène là, qui est quasiment pareille. Là. Fait que on se ramasse au commissariat, puis dans le fond, là, avec toutes ces avancées, tout ça, va se. Will Graham va arriver puis va dire bon ben c'est beau, il a fait ce qu'il voulait, sauf que Jack Crawford il voudra pas le laisser aller rendu là, parce que dans le fond il y a de l'avancement dans son enquête, puis il faut dans le fond il veut pas sombrer tout à fait là-dedans. Puis en même temps, ben, c'est ça, on a avant là, de se ramasser là, à Hannibal. On va avoir l'introduction là, d'un paparazzi, dans le fond, que lui, il veut avoir un peu des scoops. Lui qui travaille là, pour le National Tatler, qui va être une grosse partie là, du livre un peu plus tard, ou du film. La version jouée là, par Stephen Lang de 86 et la version là, de Philip Seymour Hoffman de 2002. J'ai couvert le Philip Seymour Hoffman en début d'année, là, quand j'ai parlé de Mission Impossible. C'est un grand acteur. Puis, en tant que tel, là, j'aime mieux tout de suite là, la version là, de 2002. Mais en tant que tel, pour le rôle qui est très petit, je trouve que quand même Philip Seymour Hoffman réussit à en faire beaucoup. C'est beaucoup aussi son physique, la manière qu'il peut jouer avec ça, qui a de l'air vraiment là, d'un personnage crasseux. Comparativement à un personnage, là, la version de Stephen Lang, qui a de l'air être plus un peu quelqu'un plus trop. Ben, tu sais, c'est vraiment pas le même genre de personnage. Pourtant, ils ont comme un peu le même. Ben, c'est le même personnage, mais comme en contexte différent. Puis, ce qui m'apporte aussi un petit peu sur la production, le film de Manhunter, c'est bizarre parce que, tu sais, quand on regarde un peu toute la production, tout est simpliste, tout est assez simple. Il n'y a pas vraiment beaucoup là, de tu sais, il y a beaucoup de murs blancs, il manque quelque chose beaucoup. Quelque chose qui était un peu, en guillemets, corrigé dans la version là, de 2002. Quand on regarde ça en tant que tel, là, pareil, là, c'est sûr qu'ils n'ont pas tout à fait le budget. Je n'ai pas les chiffres là, en face de moi. Là, ben, le budget là, de Manhunter, 15 millions pour sa production. Puis en 2002, ben, on a refait là, pour 78 millions. C'est juste que c'est un côté que je trouve que il manque d'argent un peu à quelque part. Là, c'est pour ça que je dis, je ne veux pas dire que le film a de l'air d'être un téléfilm, mais il manque quelque chose à l'écran. C'est comme tous les bureaux c'est des murs blancs, il manque de couleur un peu. C'est juste comme très drabe. Il y a des fois qu'on met des tableaux au mur, mais on met 2 tableaux au mur. C'est quelque chose qui manque là, beaucoup là, pour la version là, de 1986. Juste un peu de choses à regarder, qui a un peu là, de valeur de production. Mais c'est ça en tant que tel. Puis c'est un peu qu'est-ce que ça paraît un peu quand on rajoute là, la version de Stephen Lang. Ben, c'est ça, à quelque part, on a comme un peu, je ne veux pas dire la version bon marché là, de Philip Seymour Hoffman, c'est vraiment pas ce que je suis en train de dire. C'est juste que c'est comme on n'a pas le côté là, de peut-être crasseux qui ressort là, de la manière que Philip Seymour Hoffman sort. Sauf que l'introduction, c'est ça qu'il faut que je le donne à la version 86, avec William Peterson qui va se fâcher sur le personnage. Norton va juste comme le pousser au mur, il va dire dégage, parce qu'en bout de ligne ils ont un passé où ce que quand le personnage là, de Norton ou le personnage de Graham, quand il est hospitalisé, ben l'autre en a profité là, pour prendre des clichés de lui, mais William Peterson qui va vraiment le ramasser puis le garocher sur une voiture, puis je veux dire, c'est complètement extrême comme comportement. Puis vraiment fâché, il va vraiment le ramasser puis lever de terre puis il va le garocher là, sur une voiture. Il faut que je le donne à ça. Je veux dire, c'est une introduction là, assez remarquable
Puis dans le fond, ben, c'est ça, on peut voir tout de suite un peu que le personnage de Peterson, ben, la version Peterson, est en train de vraiment plus sombrer. Tandis que la version de Norton, ben, c'est plus entre les deux oreilles. C'est deux perspectives différentes. Il faut s'entendre là-dessus. L'autre, ça paraît plus un peu physique, mais c'est ça en tant que tel. C'est vraiment aussi, ça marche avec le ton du film. Puis c'est ça, fait que à quelque part, Graham va avoir besoin un peu de l'aide de lecteur. Puis là, ben, c'est ça, c'est comme on va avoir un peu, dans la version de 2002, ben, on va ressentir un peu qu'on est en train de calquer le silence des agneaux. Ben, parce que dans le fond, c'est comme un peu le même univers. L'hôpital psychiatrique en 2002, on va réutiliser une photo prise directement de qu'est-ce qui a été filmé là, dans le silence des agneaux parce que la bâtisse était à moitié détruite au moment là, de filmer. Fait que si maintenant vous avez remarqué ça, si vous écoutez beaucoup le silence des agneaux, ben que vous voyez cette manière quand on voit la bâtisse, ben c'est parce que c'est vraiment littéralement là, la même chose qu'on a pris dans le silence des agneaux puis qu'on recycle. On a le personnage de Chilton qui revient, dans le fond. Qui est avant. Là, je pense que dans Hannibal, il a été mangé éventuellement. Puis, dans le fond, on fait juste un petit peu élaborer là, les personnages en tant que tels parce que, dans le fond, ils font un retour. On a même le garde là, de Barney. Que dans le fond, autant qu'on a écrit le film, on savait pas si l'acteur allait reprendre son rôle. Fait que avec ça, ben on y aurait donné des scènes. Puis honnêtement, je suis content à quelque part que justement que l'auteur du film, en tout cas l'écrivain du film, ne savait pas en 2002 que l'acteur qui fait Barney allait être là parce que justement il aurait écrit des scènes. Puis ça, je considère ça un petit peu pas du fanfic, là, mais on veut juste faire ça pour les fans, tout ça, mais tu te concentres pas sur le film, puis c'est quelque chose, là c'est beau, ok, on va voir l'affront, le face-à-face, là, avec Will Graham et Hannibal, puis dans le fond, ils se sont pas vus là, depuis l'audience, là. Puis, dans le fond, c'est leur première c'est leur première rencontre. Puis, ça va être la seule physiquement, je crois, dans la version de Manhunter. Puis, ils vont se reparler au téléphone un peu plus tard. Mais il va y en avoir, je pense, 3 dans la version de Dragon Rouge. Ou 2, en tout cas. Je trouve en tant que tel, ben c'est ça, on va avoir étiré un peu la sauce. Mais il y a beaucoup de choses qui sont qui sont produites de ça. Dans le fond, c'est comme un peu pour le guider, tout ça. Comme on a fait là, dans le silence des agneaux, où ce que dans le fond, il va essayer de rentrer là, dans la carapace là, de Will Graham. Puis, c'est ça, comme je l'ai dit tantôt, là, je me répéterai pas, là, mais c'est tout un peu ces scènes-là qu'on peut. C'est comme un peu Anthony Hopkins, lui, dans le fond, c'est du recyclé un peu. Puis, dans la manière que c'est fait, on recycle ce qui a été apporté dans le silence des agneaux. On refait la même affaire, on a comme un peu les mêmes visuels parce qu'on a essayé un peu de recréer là, la cellule qu'il y avait à l'époque, puis tout ça. Fait que, c'est ça qui est un petit peu dommage de tout ça. Puis on met le masque là, qui est iconique là, pour le personnage de Hannibal. Qui est, dans le fond, je sais pas si, mettons, on en parlait là, dans le livre, mais c'était supposé être un masque de goaler, dans le fond. Là, c'est un masque de hockey, on nous dit ça clairement, là, que c'est un masque de hockey. Je sais pas si c'était comme Jason, là, mais en tout cas, j'ai dit, je reviens à Jason, là, comme par hasard, j'ai pas pensé du tout à ça tantôt, là, en parlant de Vendredi 13. Mais c'est ça, en tant que tel, là, c'est comme l'affront. Puis la manière que Norton va sortir, c'est pas la même manière que Peterson va sortir. C'est là un peu où il y a vraiment. On le ressent un petit peu plus que Peterson est en train là, de plus perdre le contrôle, tandis que Norton, c'est comme oui, il va pas bien. Puis c'est vraiment deux approches différentes. Là. C'est plus entre les deux oreilles, mais il l'extériorise pas.
dans le fond, ça, je vais pas mal conclure quasiment tout ce que j'ai à dire sur le lecteur ici. Où ce que, tu sais, dans le fond, il va y avoir la deuxième fois où ce que plus tard Graham va revenir. Puis là, ben, dans le fond, il va être en train de marcher là, dans un genre de gymnase. Puis il y a comme il y a des lignes qu'il ne peut pas traverser parce qu'il est comme attaché pareil. Là, il peut pas rapprocher Graham. Il va donner encore là, un peu là, quand Graham va avoir vu là, la maison là, des Jacobson, des Jacobi, excusez. Puis, dans le fond, il va avoir pris d'autres notes là, sur le tueur, la fée aux dents. Là. Mais c'est ça, en tant que tel, il y a toujours le personnage de lecteur qui essaie de quand même un peu savoir où ce que Graham habite. Puis c'est ça, en tant que tel, là, est-ce qu'il peut, dans le fond, il veut trouver une manière de pouvoir l'atteindre. Puis il y a toujours un petit peu ben, en tout cas, un marchandage un peu. Puis il tire éventuellement le lecteur réussit à se, comme en guillemets, le marchander là, pour avoir un repas. Puis c'est correct en tant que tel, là, mais il n'y a pas ils n'ont pas le choix d'y donner quelque chose. Je comprends un peu pourquoi que Hopkins s'est peut-être posé la question s'il devait revenir ou pas. Parce qu'en bout de ligne, il fait juste se recycler. C'est ça qui est un petit peu plate en bout de ligne. Il fait juste faire la même affaire qu'il a faite là, dans Le Silence des agneaux, puis c'est tout. Là. Mais c'est ça, en tant que tel, il y a un bout aussi où que, finalement, ben, il y a une affaire là, de papier de toilette. Là, où ça, j'ai pas compris. J'ai regardé là, les deux versions du film là, pour essayer de vraiment comprendre là, comment que le personnage de Dollar Hyde, comment il a apporté le papier de toilette pour que ça se rende au docteur Lecter, puis il a laissé un message, puis que dans le fond, pour qu'il réponde, là, ça doit être fait là, par le National Tatler. Pourquoi exactement? Là, comment ça s'est fait pour se rendre? Là, c'est ça qui n'est pas très clair. C'est comme ça arrive, il y a le concierge qui arrive, il dit ah ben j'ai vu un papier de toilette, puis il y avait des choses écrites, puis je trouvais ça louche, parce qu'il essayait de le cacher pendant que je suis arrivé. Puis c'est tout. Fait que comment que ça s'est rendu? C'est comme ils veulent pas le dire en tant que tel. Là, peut-être que, je veux dire, ça serait peut-être trop facile de finalement trouver le personnage de Dollar Hyde. Ils trouveraient la personne là, qui a réussi à faufiler le papier de toilette, puis il verrait ses caméras, puis il dirait ah, ben tiens donc, il ressemble pas mal à Tom Noonan ou il ressemble pas mal à Ray Fiennes. Je sais pas en tant que tel, là, si vous avez un éclaircissement là-dessus. Allez-y, parce que c'est le seul plot hole que j'ai vraiment trouvé assez solide qu'on danse alentour là, de cette réponse-là. En tout cas, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose là, que j'ai pas catché. Puis j'aimerais ça qu'on trouve la réponse. Parce que les 4 visionnements, j'ai rien. Mais c'est ça, tu sais. Là, il arrive pour essayer de décoder, puis finalement, ben, tu sais, ça arrive. C'est pas dans le. Ben, tu sais, il envoyait un message. Hannibal va répondre à ce message-là par le Tatler, mais tu sais, dans le fond, ils sont pas capables de décoder le message. Puis c'est là où, dans le fond, le personnage là, de Will Graham, lui, va arriver puis commencer à beaucoup s'impliquer. Il va être prêt à dire qu'en bout de ligne, si maintenant ils ne réussissent pas, ben, ils vont laisser un message pour peut-être servir pour que Will Graham soit là pas. Ce qui va arriver éventuellement, puis ça va être là un peu, là, où ça va être un peu peut-être le moment décisif là, pour le personnage là, de Graham, que lui va commencer à trop s'impliquer dans l'histoire, mais en tant que tel, il veut trouver là, c'est qui là, la fée aux dents. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'il va arriver avec une entente avec le personnage là, de Freddie Loons. Et que finalement, ben, en bout de ligne, ils vont essayer de photographier l'arrière-plan et tout ça pour essayer là, de montrer que, que Will Graham s'est ouvert à la police, au journal, aux journalistes. Et que dans le fond, là, ça va faire sauter le personnage de Dollar Hyde. Puis que finalement, ben, Dollar Hyde va arriver puis assassiner là, le personnage là, de Freddie Loons.
Puis, juste avant de parler. En tout cas, je peux en parler tout de suite. Là, le personnage de Freddie Lunz qui vaut, dans le fond, le, le coller à la chaise. Quelque chose d'assez extrême, à quelque part, là, la Crazy Glue, tout ça, je sais pas trop, là, qui va être collé à sa chaise, puis finalement, il va le faire flamber. Puis, regarde, il fallait qu'il y ait une victime en tant que telle. Et c'est la victime, là, juste pour un peu rajouter quelque chose. Parce qu'en bout de ligne, on n'aura pas le personnage là, de Dollarhide. On ne verra pas tuer quelqu'un pour autre raison là, que pour les familles. Puis c'est ce qu'on veut empêcher. Fait que c'est déjà passé avant le film. Puis c'est ça qu'on va empêcher la prochaine fois. Il va y avoir un autre personnage qui va se faire tuer un peu plus tard, là, mais on n'est pas rendu là. C'est ça. Fait que le personnage, c'est ça. L'acteur, lui, il va envoyer il va réussir à pirater comme son téléphone. Puis, en tout cas, c'est toutes des choses là, qu'il va utiliser dans les deux versions. Puis, c'est juste pour essayer là, de trouver là, comment arriver là, puis toucher Will Graham. Dans les deux versions, c'est ça, on va essayer là, de mettre à l'écart la famille de Will Graham parce qu'il va avoir trouvé son adresse. Il va savoir fait passer pour le docteur Bloom que lui avait suivi qui avait suivi Will Graham quand il était dans sa dépresse et qu'il avait suggéré là, dans le fond de se faire suivre correctement pour se remettre sur pied. Puis c'est ça, à quelque part, il va réussir à utiliser la naïveté là, de quelque chose comme sa secrétaire au Dr. Bloom, puis il va avoir l'adresse. Mais c'est ça, à quelque part, on va avoir un peu des scènes là-dedans. On va avoir élaboré un petit peu plus là, dans la version 2002 parce qu'on va en avoir besoin pour la fin du film où ce que Norton, lui, va montrer à sa femme comment tirer du fusil. Tandis que la version là, de 86, on va juste comme arriver, puis on va les mettre en sûreté. Puis ça va être pas mal quasiment tout ce qu'on va avoir là, pour le côté familial. Oui, il va y avoir une scène où il va aller au magasin avec son garçon. Puis comme un peu expliqué, je trouve ça une belle touche pour le film. Tandis que je vois une déconnexion avec le couple de 2002. À quelque part, on vient nous rajouter ça. Puis c'était pas nécessaire en tant que tel. Je pense que ça aurait été mieux pour quasiment la manière qu'on a apporté les personnages qui sont pas. Parce que la version de 86, il y a souvent des flashbacks. Il va voir sa femme. Là, il y a un bout où il est en train il s'est endormi dans l'avion. Il va penser à sa femme. Puis, il y a beaucoup de moments de même. Tandis que tout d'un coup, on est à peu près 1 heure du film. Puis là, tout d'un coup, on revoit là, la famille à Graham. Puis ça vient quasiment de nulle part. Fait que on a le personnage de Dollarhide, qui est Francis Dollarhide, qui est joué là, par Tom Noonan. Dans la version 86, que en tant que tel, moi c'est un acteur que je connais là, à cause du film là, de Robocop 2, je pense que c'est la première fois que je l'ai vu, mais je l'ai vu plus souvent par la suite, dans le passé ou dans le futur, je pense bien. Ou c'est un acteur que je me suis rendu compte qui était dans des films que je connaissais déjà, là, puis je l'ai peut-être déjà même couvert au podcast. Mais c'est vraiment deux versions différentes du personnage. Je pense que quasiment la version de Noonan est plus fidèle au livre. Il est clairement plus grand. En tout cas, la manière qu'on apporte les scènes, peut-être que, je veux dire, on rétrécit là, les sets, mais il y a l'air vraiment là, de quelqu'un de quasiment 7 pieds. Là. Il y a l'air vraiment de quelqu'un de très, très imposant. Mais en tant que tel, j'aime beaucoup sa prestation. Je pense que c'est la manière qu'il a été écrit pour le film, surtout là, quand une fois on le voit démasqué. On l'a été introduit là, avec lui là, pour la scène là,
où ce qu'on a le personnage là, de Freddy là, qui est attaché à la chaise, là, mais il y avait comme un masque sur la tête. Mais on voit comme un peu qu'est-ce qu'il fait là, dans la vie, là, où dans le fond, là, c'est un technicien là, en photographie. Puis dans un studio de photographie, là, remontage, tout ça. Puis la scène est très abrégée, puis c'est ça que j'apprécie beaucoup de la version de 2002, c'est que quand on a l'introduction du personnage de Reba, dans les deux versions, ben tout est tout compressé dans la version de Manhunter, tandis que dans la version de 2002, ben c'est les mêmes scènes, mais on lui donne de l'air, on lui donne de l'espace pour respirer. Puis j'apprécie ça beaucoup dans la version de 2002, qu'on réussit à embarquer un peu là, dans tout le conflit interne que Dollarhide a. Puis c'est pas la question d'acteurs. J'aime la prestation des deux acteurs. Pas mal égal. Bon, Ray Fiennes, j'ai peut-être un penchant pour lui un petit peu, mais c'est très équivalent. Mais ce qui est plate, c'est que c'est le script qui est pas à la hauteur des deux acteurs pour le film. C'est comme tout se fait dans une scène où ce qui se rencontre là, dans la salle noire, la salle sombre, en tout cas avec la lumière fermée, où ce que Dollarhide ils vont inviter Reba dans le fond là, pour la ramener à la maison, puis tout ça. C'est comme tout se fait. Ils se sont parlé deux phrases, puis là il dit hey, ben tu sais, je vais te rapporter à la maison. Puis là, ben, elle va juste se dire ben non, je peux pas, je suis habitué à prendre la bus. Il dit regarde, ça va me faire plaisir, tout ça. Puis là, elle dit ben c'est beau, je m'en vais. Puis c'est comme tout est coupé, tout est vraiment condensé, tandis que c'est quand on a Ray Fiennes qui fait cette version-là, ben il a le temps de sortir, puis comme il pensait, puis là, ben, elle est là dans la pluie, puis là, ben, il arrive, tout ça. C'est beaucoup mieux monté dans la version de 2002. Fait que pour toute la relation entre Reba et Dollarhide, je préfère de loin la version de 2002. Il y a quasiment rien. C'est trop condensé là, dans la version. Mais encore là, comme j'ai dit tantôt, le film il est peut-être 2/3 dans la version 86, 2/3 le personnage de Graham et 1/3 pour le personnage là, de Dollarhide, tandis que l'autre, c'est peut-être 50-50. Éventuellement, le personnage là, de Dollarhide prend le contrôle pour la deuxième moitié, contrairement à la première moitié. Dans le fond, on était concentré sur Graham pour la première moitié en 2002, puis il va prendre pas mal le recul pour la deuxième moitié, quand on va voir plus élaboré sur le personnage de Dollarhide. Ce que j'apprécie grandement, là, ce qui est vraiment la force là, de la version là, de 2002. Puis c'est ça, fait que dans le fond, on va arriver, là, puis le personnage de Reba joué par Joan Allen en 86 et la version là, de 2002 là, jouée par Emily Watson. Que je pense que je vais préférer aussi la version là, de Emily Watson. Joan Allen a fait une bonne job aussi, mais c'est ça, c'est à quelque part, c'est comme tout, on doit tout aller plus vite. C'est comme si M. Mann, le réalisateur, il dit passez pas trop de temps, tout ça, on y va, là, on fonce dans le tout ça. Peut-être un peu comme la mentalité avec Hannibal Lecter qu'avec la version de Brian Cox. Ben, c'est plus le vilain en tant que tel, puis on ressent pas à 100% le côté de déchiré à l'intérieur. On le ressent un peu, il y a la scène où il est dans sa vanne, puis que il est tout content là, de revenir voir Reba, puis que finalement, ben, à la porte de sa maison, ben, le personnage, là, il n'y a pas le même nom là, dans les deux versions. Là, je pense que c'est Ralph dans la version 2002 et c'est Francis dans la version non, c'est Ralph les deux. Je suis en train d'allumer là, que Francis, c'est son nom à Dollarhide, mais ce personnage-là est à la porte de sa maison à elle, puis il va comme l'embrasser pour... je pense que dans le livre, c'était plus explicite en tant que tel, puis c'est comme un peu une tricherie d'un côté,
Tandis que la version de 2002, il va juste comme un peu l'embrasser, genre comme par courtoisie quelque part, mais rien de plus sérieux que ça. Tandis que dans la version de Manhunter, ben c'est juste qu'il voulait enlever quelque chose. En tout cas, c'est une manière de l'approcher, là, mais c'est une. Juste que Dollar Hyde, lui, ben, il a vu ça, là, qu'il l'a triché, tout ça. Puis en tant que tel, ben, y a-tu quelque chose de plus, tout ça? Je veux dire, c'est juste une séquence. Là, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que, je veux dire, c'est juste un ami, un fuck friend, là, dans le fond? Là? Est-ce que c'est ça aussi? Là? Ça, c'est quelque chose qui est plus abordé, je pense, dans le livre. Je pense que on peut comprendre là, que peut-être qu'il s'est passé quelque chose, mais encore là, le livre est tellement abrégé que j'ai peut-être compris ça, mais c'est peut-être même pas ça du tout. Là. Fait que, faut prendre ça, là, faut pas prendre ça pour du cash, là, qu'est-ce que je pense du livre. Mais c'est ça, à quelque part, je vais préférer à cause là, du côté là, non abrégé. Puis, on va avoir donné un peu des explications, ce qu'elle va arriver, puis elle va parler là, que la dernière mémoire qu'elle a, là, quand elle était très jeune, là, avant qu'elle perde là, la vision, c'était un cougar qu'elle avait vu, puis ça a plus de sens de Dollar Hyde de l'apporter plus tard, aller voir un tigre qui, dans le fond, là, qui doit être juste sous calmant. Tandis que dans la version de 86, ben, il fait juste l'apporter après la première rencontre tout de suite et il l'apporte là. Puis, c'est comme tout d'un coup, tu as fait ça pourquoi exactement? Peut-être qu'il voulait juste l'apporter de même, là, mais c'est ça, ça a plus de poids là, dans la version 2002. Fait que le personnage là, de Dollar Hyde, là, qui est, dans le fond, on apprend pendant tout le film, puis qui est le titre du film, là, Dragon Rouge. Ce qui soit disant, dans le fond, pourquoi qu'on a choisi que le film s'appelle Manhunter et non Dragon Rouge? Selon les sources, là, les acteurs, tout ça, dans le fond, Dino De Laurentiis, il y avait un film là, qui s'appelait Dragon quelque chose là, l'année précédente qui avait été un gros flop. Puis que dans le fond, on voulait pas comme répéter le nom. C'est pas comme s'il n'y avait pas le choix de nommer ça quelque part d'autre. Je pensais que c'était une question de droit, puis des affaires de même qui ne pouvaient pas. Puis on avait des films de Bruce Lee dans les débuts d'années 70. Il y avait Return of the Dragon, Opération. En tout cas, c'est toutes sortes d'affaires d'Opération Dragon, je pense. C'est beau, là, mais c'est dans le début des années 70, mais on va citer là, on va penser que c'est un film d'arts martiaux au lieu d'un film là, policière, en tout cas, un film policier. Fait que, c'est comme bizarre un peu, là, mais en tout cas, on a choisi de l'appeler comme ça. C'est beau, en tout cas, c'est pour ça, mais le Dollar Hyde, c'est ça. Lui, dans le fond, il est obsédé par une peinture là, de William Blake, qui est le dragon rouge et la femme de quelque chose. Puis, c'est même la version de Ray Fiennes, ça l'est tout tatoué dans le dos, tout ça. Je crois pas que ça vient du livre. Là. Je peux être me tromper, tout ça. Dans le fond, c'est un peu le docteur Lecter qui va mettre William Graham sur cette piste-là. Puis c'est ça, dans le fond, ce qui se passe là, dans la tête à Dollar Hyde, c'est que lui il entend des voix du dragon, dans le fond, qui lui parle. Puis, dans le fond, il l'a comme peinture chez lui. Puis, dans le fond, il y a sa grand-mère aussi qui l'a traumatisé là, quand il était jeune. Dans le fond, c'est on entend quelques voix, là, juste un caméo là, que vous avez peut-être manqué. Madame Ellen Burstyn, que vous avez peut-être vu là, dans le film de Exorcist, là, le dernier film, là, qui reprenait son rôle là, du film original là, de 1973, je pense. Fait que, en tout cas, c'est elle qui fait la grand-mère là, de Dollar Hyde. Moi, j'ai pas vu l'exorciste. Là. Je vais juste vous dire ça. Là, comme que j'ai déjà mentionné, j'étais supposé, dans le fond, de faire l'exorciste, mais aujourd'hui, ben, je fais la franchise de Silence des Agneaux, question là, de bouder un peu M. Gordon Green pour sa version là, de Halloween Ends maison que
qui aurait dû avoir les scènes ajoutées, là, comme dans le fond, le spécial que j'ai fait, là, que j'étais certain qu'on allait avoir la version, en tout cas moi, avoir les séquences coupées au montage qui étaient là, dans la version livre, là, tout ça. Fait qu'en tout cas, c'est juste un petit peu l'idée qui revient en rond là, dans tout ça. Que je ne m'attendais pas du tout à parler de Mme Burstyn et de l'exorciste aujourd'hui, mais c'est ça. Le plan, c'était de faire l'exorciste là, au mois de septembre, puis arriver là, au nouveau exorcisme, mais c'est ça. Finalement, ben, j'ai fait un autre chemin à cause de M. Green, qui, sa version de Halloween Ends, qui n'a pas respecté ce qu'il a fait, dans le fond, là, avec Halloween 2018 et Halloween Kills. Bien, en tout cas, fait que ça, c'est une autre parenthèse que je ferme. Puis, dans le fond, le dragon aussi, on devait avoir, ça a été enregistré, dans le fond, là, on devait avoir Frank Langella qui faisait la voix du dragon qui était dans la tête de Dollarhide. Mais on n'a pas décidé là, de garder là, cette track-là. Puis ça, je vais y aller avec le réalisateur, avec ce qu'il dit. C'est, tu sais, dans le fond, qu'il y a pas, on n'entend pas la voix. Ça aurait été intéressant, là. Monsieur Langella a quand même une bonne voix. Mais que je suis certain que c'est vraiment intéressant là, avec son qui doit avoir enregistré ses lignes. Je suis certain de ça. Mais en tant que tel, de voir juste Ray Fiennes, de nous vendre l'idée qu'il entend les voix dans sa tête. Ray Fiennes, je veux dire, dans le fond, là, c'est un très bon acteur. Puis la manière qu'il apporte ça, je veux dire, on le sait tout de suite qu'il y a ça dans sa tête. On n'a pas besoin d'entendre Frank Langella qui dit là, probablement des lignes qui sont un peu ridicules dans le fond, de tuer le Reba pour lui, des affaires de même. Dans le fond, ça doit être un petit peu ridicule. Fait que je comprends un peu, mais ça doit être bien. Je suis certain que ça doit être intéressant pareil. Mais c'est ça. Fait que lui, dans le fond, il croit qu'il doit. Il est comme soumis au dragon, puis en tant que tel, qu'il va devoir faire un sacrifice pour le dragon. Éventuellement, ben, il va se booker un rendez-vous pour pouvoir voir la peinture originale du dragon rouge. Que finalement, ben, ils vont ingérer dans le livre. La manière qu'on nous dit ça, c'est une question de pouvoir comme contrôler le dragon, qu'il va pouvoir, puisqu'il l'a ingéré en tant que tel, il va pouvoir peut-être être de niveau avec lui, en tout cas quelque chose de similaire à ça. Tandis que dans le film, on peut voir, est-ce qu'il devient le dragon? Est-ce que, on peut apporter ça un petit peu de toutes sortes de côtés. Mais c'est ça, à quelque part, il n'y a pas. Puis dans la version de Manhunter, ben, on n'a pas ça du tout. Là. Fait que, ben, on a le dragon, je pense qu'on voit la peinture, mais c'est pas très, très apporté. Là, en tout cas, ça n'a pas autant d'importance là, que dans la version là, de 2002. Fait que, mais maintenant, j'aime comment que Ray Fiennes sort une fois qu'il a mangé le dragon, la peinture, ben, il sort tout confiant, tout ça, puis il pense peut-être qu'il a le dessus sur le dragon, mais c'est ça, dans le fond, le dragon va quand même reprendre le contrôle sur lui, ça sera pas trop long. Mais c'est ça, fait qu'après ça, ben, il retourne tout confiant, prêt à peut-être à affronter, peut-être sauter à une autre étape de sa vie là, avec Reba, que dans le fond, à cette étape-là, il a couché avec. Bon, il était-tu vraiment attiré par elle, ou en tant que tel, c'est la vidéo là, de la famille Sherman qui l'avait plus excité, puis que dans le fond, ça l'a juste allumé à quelque part. Bon, c'est ambigu à quelque part. Parce que, en bout de ligne, il y a des sentiments qui commencent à se construire pour Reba. Il sait que c'est une bonne fille d'un côté, mais en même temps, ben, il sait que les familles aussi. Fait que, c'est pas une question que la famille, c'était que les deux familles qu'on a vues, les Jacobi et les Leeds, que c'était des personnages affreux. Mais il vient pour s'excuser un peu, là, que les autres, il veut épargner Reba.
mais que finalement, ben, le dragon commence à reprendre le dessus à quelque part, puis que finalement, ben, quand il arrive pour voir Reba, ben, que finalement, ben, elle était accompagnée là, du personnage de Raph, et que finalement, ben, elle doit, ben, pour lui, dans le fond, il l'a trahi. Puis que finalement, ben, il va arriver puis il va assassiner le personnage de Raph tout de suite là, à l'avant de sa maison. Et que finalement, ben, il va prendre, ben, prendre en otage, là, mais il va carrément là, comme la kidnapper et être prêt là, à la tuer. Puis, ben, c'est ça. Dans le fond, il va l'endormir pour l'amener. Puis là, ben, c'est là que ça devient un petit peu un peu tout intermêlé. Dans la version de Manhunter, je vais commencer par ça, où ce que dans le fond, il l'amène à sa maison, puis pour finalement, ben, peut-être la sacrifier au dragon. Et que ça. En tout cas, c'est ce qui s'attend. Mais dans la version de 2002, qui est peut-être un peu plus fidèle au livre, mais ça fait un peu de contradiction. C'est sûr que le gars, c'est un psychopathe. Fait que, tu sais, dans le fond, il peut arriver puis juste avoir une idée 5 minutes, puis je veux dire, dans le fond, il va penser le contraire, puis ça va être très contradictoire comme pensée, mais dans sa tête, ça va marcher. Mais là, c'est comme il va être prêt à comme faire une mise en scène pour faire à croire qu'il est mort. Dans le fond, il va avoir pris quelque chose comme un concierge, puis dans le fond, il va y avoir fait sauter la tête. Il va venir de nulle part. Puis honnêtement, ben, en voyant le film là, initialement, je pense que de mémoire que je pensais que c'était vraiment pour brocher quelque chose, pour nous faire à croire qu'il était mort, tout ça. Mais ça vient du livre. Puis je me dis, c'est quoi qu'il va accomplir? Parce qu'en bout de ligne, s'il veut ben, pour le dragon, je veux dire, dans le fond, c'est dans sa tête à lui, mais il peut pas faire à croire à elle qu'il va qu'il s'est tué. Puis pourtant, ben, le dragon va savoir que. Parce que lui, c'est lui qui a mis ça en scène, puis le dragon le regarde. Fait que, le dragon, il sait que c'est une mise en scène. Fait que, tout ça ne marche pas. Il n'y a aucune raison en tant que tel. Je pense que dans le livre, il sait qu'il y a du monde. La police a pris est sur sa trace, tout ça. Fait qu'il fait vraiment juste pour pouvoir faire diversion. Mais, puis c'est toute une mise en scène avec le personnage de Reba, puis de faire à croire, puis tout ça. Mais ça marche pas avec qu'est-ce que le personnage fait. Je trouve que ça paraît broché un peu comme idée dans tous les sens pour avoir comme une finale pour qu'on se ramasse à la maison là, de Graham à la fin puis qu'il y ait un affront final. Je peux comprendre pour l'idée, mais ça ne marche pas dans l'histoire puis la manière qu'on a créé le personnage là, de Dollarhide depuis le début du film. Pendant ce temps-là, ben c'est ça, on a Graham qui lui est rendu sur la piste là, de Dollarhide, puis que finalement, ben, il se rend compte que finalement, ben, c'est tout le point commun, puis que tous les détails qu'ils ont vus un peu partout, que c'était tout simplement, il y avait la réponse devant lui, c'était quoi le lien commun? C'est la vidéo elle-même qui est l'élément commun, c'est que Dollarhide a accès à la vidéo que Graham regarde depuis le début. Puis dans le fond, c'est où ce qu'ils ont créé là, le montage vidéo de la famille Leeds et la famille Jacobi. Fait qu'ils réussissent à retracer tout à partir de là, puis de trouver finalement là, le personnage là, de Dollarhide dans les deux versions. Là. Il y en a un que ça se passe avec des fax là, pendant qu'ils sont sur l'avion. Puis l'autre, ben, il se ramasse sur place puis trouver dans le fond c'est qui là, peut-être là, le personnage, là, le technicien là, qui avait accès à tout. Mais c'est essentiellement la même affaire. Fait que on arrive à pas mal à l'affront final. Dans le fond, dans la version 86, termine là, dans le fond, pendant qu'il est en train d'essayer de tuer Reba. Graham va arriver puis va sauver Reba. Puis il va se faire ramasser carrément là, par le personnage là, de Dollarhide. Il va le ramasser, il va le couper au visage, tout ça. Un peu dans le fond, c'est un peu là, comme ça que ça se produit dans le livre, qui est tout coupé au visage gravement, pas mal.
Mais c'est ça, à quelque part, on va apporter ça, puis éventuellement, le personnage de Dollarhide va tuer une couple de policiers, puis finalement, il va se faire descendre là, par Graham. Je pense que j'aime mieux cette version-là du film qui marche un petit peu plus. Je pense que j'aurais collé ça en tant que tel comme finale. Puis là, dans la version 2002, on y va plus avec le livre où ce que est rendu à la maison, puis que c'est pas exactement le même déroulement dans le livre. Je pense que Dollarhide ramasse plus, il ramasse Molly, sa femme, et finalement, parce que dans le fond, son garçon est parti chercher là, des marshmallows là, pour faire griller sur un feu. Puis c'est ça, à quelque part, Dollarhide il garde, je pense, les deux en otage. Et finalement, c'est ça. On va s'arranger pour que Molly, c'est elle qui va descendre Dollarhide à la toute fin du film. Je trouve ça quand même un peu. C'est ça, on n'a pas donné assez d'importance au personnage, la version là, de Mary-Louise Parker, pour y donner un peu la finale de tout ça. Puis on pense peut-être que finalement, Graham se fait tuer à la toute fin. J'aurais été d'accord avec ça dans la version de 2002 qu'il se fasse tuer parce que dans cet univers-là, dans le côté franchise, comme que j'ai appelé, que finalement, je pense que c'est la seule fois que je le dis finalement. Mais pour cette franchise-là, pour qu'elle marche quelque part, pourquoi que on nomme, je sais pas si on va nommer là, le personnage là, de Will Graham dans Le Silence des Agneaux. Là. En tout cas, c'est sûr que je vais avoir une oreille à ça. Mais pourquoi qu'on ne la renomme pas ou pourquoi qu'on n'aura pas de suite, pourquoi qu'on n'aura pas tué le personnage, pourquoi que Hannibal n'est pas retourné, parce qu'il y a une haine d'un côté envers Graham, mais en bout de ligne, pourquoi que quand il est libéré dans Le Silence des Agneaux, spoiler, si maintenant vous suivez juste le podcast et vous écoutez pas les films et que vous n'avez pas vu Le Silence des Agneaux, pourquoi que, je veux dire, il va pas tuer Will Graham. La version je sais que dans le livre du Silence des Agneaux, je vais peut-être me répéter là, au prochain podcast, mais pourquoi que ça ferme là, mais pourquoi ça va être plus une question qu'il pense que il a eu son dû dans le fond parce qu'il est défiguré et tout ça, puis en tout cas on veut passer à une autre chose de ça là. Mais en tant que tel, c'est ça un peu qui est à la fin. Mais sauf que je trouve que pour le film, ça aurait été correct qu'il meure en tant que tel rendu là. Je pense que ça aurait été comme un peu quasiment un genre de thème à quelque part que finalement, depuis le début du film, il dit qu'il va pas qu'il devrait pas rentrer là, dans faire des enquêtes, tout ça pour les raisons de même. Puis finalement, ça aurait peut-être dû être sa fin. Là, il y a comme un parallèle aussi avec le début du film, dans le fond, où dans le fond, il se fait mettre à terre. Puis, dans le fond, c'est sa femme qui doit tuer là, le personnage là, de Dollarhide. Mais ça fait vraiment un parallèle avec le personnage là, de l'acteur. Puis, dans le fond, tant qu'à le faire revenir juste pour le voir en train là, d'aller sur son bateau, puis que peut-être qu'il vit heureux et eu peut-être encore d'autres plein d'enfants, par la suite, je trouve que c'est juste ça, c'est vraiment broché à la toute fin. Tandis qu'on aurait pu vraiment faire que. S'il aurait été mort, ça aurait été mieux de même, je pense. Parce que là, c'est juste broché puis montrer, finalement, si mettons on s'en sert, on veut faire une suite à Hannibal ou faire un Silence des Agneaux 2.5 là, rendu entre Hannibal et lui, qu'on aurait pu faire quelque chose. Peut-être, si mettons on voulait continuer une histoire avec Will Graham dans cet univers-là, mais on aurait dû vraiment, je pense, carrément là, le tuer. Je pense que ça aurait fité plus comme film. Mais c'est ça, à quelque part, ça finit très brusquement aussi là, du côté là, de 86, où ce que, OK, dans 2002, on fait comme une clôture quand même là, sur le personnage de Reba. Puis c'est correct en tant que tel parce qu'on l'a vu quand même pas mal là, dans la deuxième moitié, puis on fait une fermeture avec elle. Tandis que dans la version de 86, elle est tellement là, puis c'est tellement tout expéditif qu'on ne fait pas vraiment de fermeture. C'est comme le personnage là, de Dollarhide se fait tuer, puis on se ramasse tout de suite à la plage.
Puis, dans le fond, c'est juste un peu pour montrer que ils vont continuer leur vie comme. Puis, dans le fond, ils vont ramasser un peu les morceaux de qu'est-ce que ça s'est passé, mais que probablement que tout va bien aller là, par la suite. Mais c'est trop rapide, je pense, pour la version 86. Fait qu'il n'y a pas vraiment de. C'est comme il faudrait un peu un entre-deux, avec ça. Mais c'est ça, en tant que tel, là, c'est vraiment compliqué là, vers la fin. Je trouve que y a des plus, des moins dans chaque bar, là, vraiment. Là. Alors, en conclusion, c'est deux films qui sont tellement différents, qui ont la même histoire à dire, mais ils sont tellement différents. Là. C'est quasiment difficile de dire quel est meilleur un que l'autre. C'est sûr que si vous allez dans le côté franchise, je vous conseille tout de suite de prendre le Dragon Rouge. Mais le côté de Manhunter, je vous dirais que c'est un film pour écouter tout seul qui est peut-être plus le fun à écouter. Tandis que, tu sais, c'est comme histoire, j'aime mieux suivre, comme j'ai dit, là, j'aime mieux suivre William Peterson que suivre Edward Norton. Sauf que, tu sais, si maintenant vous venez d'écouter Silence des Agneaux, vous venez d'écouter Hannibal, je vous dis tout de suite, écoutez le film de Dragon Rouge. Si maintenant vous voulez faire un trio, là. Mais honnêtement, je vais endosser l'histoire et les deux films, je vais les endosser là, au même niveau. C'est comme il y a des plus et des moins vraiment là, dans les deux sens. Puis c'est deux expériences totalement différentes. Puis c'est ça, tu sais, vraiment, le négatif de un qui est le plus de l'autre. Vraiment, c'est le contrebalan de chacun, puis le négatif de l'autre, contrebalance avec le positif, son positif, tout ça. C'est vraiment un égal. Tu sais, c'est pas le premier podcast où je compare deux films puis des remakes ensemble. Puis, souvent, il y a une marge entre les deux. Mais puis des fois, oui, il y a des plus d'un bord, puis des plus de l'autre. Mais là, c'est vraiment tout s'équivaut en tant que tel. Il y a un plaisir vraiment de voir chaque version. Fait que, je pourrais vous dire, si maintenant vous voulez vous taper la franchise, vous voulez vous faire un 5 films, écoutez-les vraiment en ordre de parution. Puis c'est ça, c'est tout ce que je pourrais vous dire. Mais c'est ça, en tant que tel, les performances, c'est ce que c'est en tant que tel, là, j'en ai parlé tout le long. Dragon Rouge va peut-être avoir les meilleures performances, mais il y a des affaires qui sont quand même bien apportées dans la version là, de Manhunter. Le ton, j'aime quand même beaucoup, quasiment d'un côté, je pense que j'aime quasiment mieux le ton du côté de Manhunter. Puis tu sais, comme pour la fin, tout ça, la manière qu'on ferme ça, le dernier 10 minutes de Dragon Rouge, j'embarque moins à cause que je veux dire, c'est comme juste pour essayer de montrer que le vilain n'est pas mort, tout ça, puis on aurait dû prendre une page là, de Manhunter pour quasiment fermer aussi le film. Je comprends qu'il ne voulait pas faire la même affaire que Manhunter, parce que là, on s'aurait dit, on veut adapter le livre, peut-être qu'on pourrait le faire correctement cette fois-là, là, mais c'est ça, à quelque part. Fait que, tu sais, il y a des affaires, tu sais, peut-être que côté production, Dragon Rouge est supérieur, mais il y a des choses là, qui sont supérieures quand même là, dans la version là, de Manhunter. Puis que si, mettons, juste pour écouter le film tout seul, Manhunter, c'est un film là, qui se regarde très bien. Est-ce qu'il vieillit bien ou pas? C'est sûr que ça va avec vos goûts là, de la musique là, des années 80. Est-ce que vous embarquez avec ça ou pas? Parce qu'il y en a quand même une couple là, de chansons aussi là, pendant le générique là, aussi, tout ça, là, c'est pas des tunes qui sont très très bonnes là, mais c'est une chanson heartbeat là, pendant le générique, mais tu sais c'est typique des années 80 là, fait que c'est pas quelque chose là, qui est déplacé, mais c'est ça en tant que tel là, je veux dire ça reste essentiellement le même film.
Puis écouter les deux films un à la suite de l'autre, je l'ai fait pour le podcast, mais c'est très difficile, honnêtement. C'est pas quelque chose que je vais refaire en tant que tel. Un jour, je vais les réécouter, mais les deux séparés, là, puis pas un à la suite de l'autre, ça c'est sûr. C'est sûr qu'il va au pire, il va y avoir la coupure entre les deux, avec les deux autres films de la franchise. Mais c'est ça, c'est juste pour un film tout seul. Manhunter et sinon Dragon Rouge. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Là. La semaine prochaine, on va parler là, du Silence des agneaux, comme j'ai laissé sous-entendre et que j'ai même je l'ai dit tout carrément. Là, le livre, je l'ai déjà écouté. J'ai pas commencé à écouter Hannibal, mais en tant que tel, là, je vais m'arranger pour l'avoir écouté là, prochainement. Mais ça se peut que justement que j'aie fait quelque chose, que j'aille commencer le livre d'Hannibal éventuellement le temps que je réenregistre. Mais je pense pas que ça va avoir d'incidence, autant que je suis content quand même là, d'avoir lu le livre pour avoir vu quelques petites affaires là, qui m'ont apporté un peu à agrandir là, ma recherche d'aujourd'hui. Mais c'est ça, à quelque part, là, on va parler là, de Silence des agneaux la semaine prochaine. Alors, n'hésitez pas à écrire qu'est-ce que vous pensez là, du film d'aujourd'hui. Puis laissez-moi savoir si, mettons, vous préférez Manhunter ou Dragon Rouge, les deux sur le même pas. Je veux dire, n'hésitez pas à laisser là, vos opinions sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Sinon, n'oubliez pas de suivre le podcast sur ces réseaux sociaux mentionnés. Et n'hésitez pas aussi à vérifier là, dans le fond là, pour le podcast que je fais là, avec Steven de Cinérum, Décryptons Smallville. Si vous êtes fan de super-héros et surtout de la série Smallville 2001, n'hésitez pas à suivre notre page Facebook et notre page Instagram. Pour ça, pour des détails qui s'en viennent là, dans les prochaines semaines sur notre nouveau podcast. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, moi, je vais aller souper avec un vieil ami. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Get off my plane. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Remember Sally when I promised to kill you last? I lied. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. You can't handle the truth. En espérant vous voir au prochain épisode. My mom always said life was like a box of chocolates.